Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Realize Note. Donc Realize Note, c'est l'émission, c'est le podcast et la vidéo du magazine Programmé. Donc aujourd'hui, un débrief, en tout cas un débrief, on va dire, autour de Re-Event. Donc Re-Event, c'est le grand événement d'Amazon Web Services. Et pour en parler, un des experts quand même, français, Stéphane, merci à toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Oui, bonjour François et merci pour l'invitation. Donc, je suis Stéphane Adinger, directeur de la technologie pour AWS en France. Ça fait plus de 10 ans que je suis chez AWS et que j'ai le privilège de rencontrer quotidiennement des clients sur diverses thématiques, que ce soit de la transformation, que ce soit de la sécurité ou autre, et des clients de toute taille, vraiment de la start-up jusqu'au CAC 40 sur ces problématiques. Très très bien. Alors, je rappelle que Realize Note, donc c'est en podcast et sans vidéo, et que c'est exactement la même chose. Voilà, donc je referme un petit peu la parenthèse. Donc, il y a quelques jours, il y a eu le grand événement Re-Event aux US. Donc, comme d'habitude, énormément de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'améliorations, d'annonces, de services qui sont maintenant en version GA, donc en disponibilité générale, comme on dit, d'autres en preview. Alors, on a débriefé un petit peu ensemble avant de commencer pour vraiment avoir un petit focus précis dans ce débrief. Alors, on va commencer sur la partie purement développement. Alors, bien évidemment, c'est toujours l'occasion durant cet événement d'en parler un petit peu, de nous montrer un petit peu les nouveautés pour les développeurs. Alors, on a noté effectivement un certain nombre de choses, donc Code Catalyst, des nouveautés au niveau de SageMaker et d'un petit nouveau, donc c'est Code Whisper, c'est ça? Code Whisperer, oui. Voilà, Whisperer, pardon. Écoute, on va commencer par le Code Whisperer. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert, à quoi ça correspond et pourquoi aujourd'hui vous en parlez activement? Oui, donc Code Whisperer, c'est un nouvel outil qui est basé sur du machine learning. L'idée étant de gagner en productivité sur un peu les tâches répétitives pour les développeurs. Donc typiquement, quand on a besoin d'écrire, alors que ce soit en Python, en Java ou en JavaScript, quand on a besoin d'écrire une fonction pour aller, par exemple, uploader un fichier dans Amazon S3, l'idée, c'est juste on le tape en langage naturel dans l'IDE, et surtout sans sortir de l'IDE. Et là, automatiquement, Code Whisperer va proposer déjà des snippets de code prêts à l'emploi qui correspondent à ce genre de tâches. Donc l'idée au-delà de cette technologie, c'est vraiment pour le développeur d'avoir tout sous la main dans l'IDE et de surtout ne pas en sortir pour voilà, être dans cette spontanéité d'utilisation et avoir tout sous la main. Alors, quand tu parles IDE, c'est un IDE qu'on utilise au quotidien et il faut Oui. quoi? Il faut installer un add-on, un plugin? Alors, j'ai pas eu l'occasion de le tester moi-même, donc je laisserai les auditeurs regarder effectivement dans la documentation le processus d'installation. Mais oui, on supporte une bonne demi-douzaine d'IDE, voire un petit peu plus du marché. Donc, et le retour qu'on a des développeurs, il est clair, ils ne veulent surtout pas changer d'IDE, ce que je comprends complètement. Donc, c'est aller leur proposer cet outil-là dans l'IDE qu'ils utilisent et qu'ils aiment. D'accord. Alors, autre grosse nouveauté, alors sur Code Whisper, je pense qu'on aura l'occasion en 2023 d'y revenir un petit peu plus en avant, évidemment. Alors, l'autre nouveauté que j'ai remarqué, donc c'est Code Catalyst. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, Code Catalyst, il va s'adresser aussi à des gens qui ont peut-être moins d'expérience de développement que des développeurs aguerris et de proposer en serverless, parce que ça utilise vraiment toutes les capacités de serverless, d'orchestration des différents éléments, que ce soit de la base de données comme Amazon Aurora, que ce soit Lambda, que ce soit des systèmes de queuing ou de messaging, et de proposer des blueprints, donc des architectures déjà prêtes à l'emploi et de pouvoir partir de ça avec assez peu de code et de surtout gérer l'intégralité du cycle de vie. Donc que ce soit de la création de l'architecture, que ce soit bien sûr le développement ou l'amélioration ou l'ajout de fonctionnalités, et tout ce qui va être ensuite CI, CD, donc intégration continue, déploiement continu, et de suivre également jusqu'au déploiement en production. Donc c'est l'idée finalement d'avoir un outil global qui gère l'ensemble de ces éléments-là,
qui pour certains existait déjà, bien sûr, mais d'avoir quelque part cette console unifiée et simplifiée pour pouvoir en quelques clics faire des tâches simples avec des outils simples. D'accord. En fait, ça va ressembler à quoi? C'est une sorte de flux qu'on va créer ou c'est des assemblages comme ça de fonctions qu'on agrège? Il y a plusieurs phases, justement. Il y a effectivement l'assemblage de composants avec un outil qui est assez visuel. Voilà, on prend des blocs, on les assemble, on les relie. Évidemment, bien sûr, on peut changer ou personnaliser le comportement. Et aussi l'autre partie qui est vraiment de gérer tout ce qui est le déploiement. Donc, qui est un domaine où on a beaucoup d'expérience chez AWS. Et donc, de gérer la pré-prod, le staging, de faire du déploiement progressif, de faire typiquement du blue-green aussi. Donc, je ne vais pas déployer massivement d'un coup l'ensemble, enfin la nouvelle version sur l'ensemble du parc, mais je vais pouvoir faire un déploiement progressif avec des canaries. Et voilà, et toutes les métriques qui vont avec pour être sûr que ça se passe bien. D'accord. Alors ça va s'adresser à qui plutôt? Aux équipes de déploiement de production, aux développeurs ou sinon un petit peu des deux? C'est un petit peu des deux et je dirais c'est aussi, ça fait partie de notre approche qui est de démocratiser l'accès à la technologie. Lambda, quand on le regarde en serverless, a déjà fait un pas énorme, qui est de dire finalement, je peux poser du code dans une fonction lambda et en tant que développeur ou que DevOps, finalement, je n'ai pas besoin de gérer la scalabilité, donc l'élasticité, je n'ai pas forcément besoin de gérer les patchs au niveau Linux et kernel Linux parce que c'est AWS qui s'en charge et je n'ai pas besoin de gérer non plus certains éléments de sécurité parce que là aussi, la sécurité des couches basses va être faite par AWS. Donc, c'est juste de le prendre encore un cran au-dessus, qui est de dire, je passe d'une fonction, qui n'est pas une application complète finalement, à un ensemble en intégrant base de données, système de queuing, en intégrant finalement l'exposition des API et cet ensemble de fonctionnalités, et en essayant de garder cette simplicité qui permet finalement en quelques heures ou quelques jours de faire quelque chose de solide. Et surtout, je pense que la grande nouveauté, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas encore complètement le serverless, c'est que quand je fais un prototype, finalement, en termes de code, eh bien, l'architecture sous-jacente, elle est déjà, comme on dirait, production ready. Elle est déjà sécurisée, elle est déjà élastique, elle est déjà hautement disponible sur plusieurs data centers. Donc, s'il y a un travail d'industrialisation à faire derrière, il y en a probablement un au niveau du code, mais il n'y a plus rien à changer dans l'infrastructure et dans l'architecture. D'accord. Mais on est bien d'accord quand même que avant tout, le serverless, alors chez toi, c'est le lambda, on est plus côté infrastructure que côté code quand même. Oui, et c'est l'idée de faire aussi ce pont entre les deux avec des blueprints, avec des bouts de code qui sont déjà réalisés. Et en fait, il y a un autre élément qui s'appelle Step Functions, qui est finalement, on va dire, l'orchestrateur de ces différents bouts de code. Une manière de le voir, et c'est l'image qu'a pris Werner Vogels, notre CTO, c'est tout le monde connaît les lignes de commande Linux ou Unix, où finalement on a des commandes qui sont unitaires, qui font une chose et qui le font très bien, et ensuite on fait une grande ligne de commande avec des pipes pour les combiner. Donc c'est aussi d'arriver à ce modèle-là, qui est de pouvoir avoir à disposition toutes ces petites briques fondamentales, comme des briques de Lego finalement, et remonter sur une logique qui est plus une logique d'assemblage de ces briques que vraiment d'aller recoder en permanence toutes ces nouvelles briques. Mais c'est quand même plus simple parce que, après, c'est quand même plus simple parce que quand on regarde effectivement CLI, il faut quand même que tu maîtrises un certain nombre de commandes, comment tu passes tous les paramètres. Le serverless, tu es un petit peu au-dessus, donc on est quand même au plus haut niveau. Ça permet de simplifier un petit peu, parce que sinon, effectivement, en CLI, il faut quand même avoir une bonne maîtrise des commandes quand même à la base. Oui, et surtout que le CLI n'est pas forcément une finalité en soi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va démarrer sur la console typiquement parce que c'est plus simple et c'est plus accessible. Mais après, quand on part sur de l'industrialisation et de la production, ça va être plutôt du CloudFormation, du Terraform, quel que soit l'outil. Mais c'est finalement d'utiliser les API directement plutôt que la CLI. D'accord. Alors, tu nous parlais effectivement de Lambda, donc c'est le côté du serveur pour
la partie Amazon. Donc là, il y a une grosse nouveauté qui a été annoncée, c'est Lambda Snap Start. C'est Oui, ça? Voilà. exactement. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, très volontiers. Donc, peut-être revenir un peu sur le fonctionnement de Lambda. Lambda, ça fonctionne sur un système de containers. Donc, ce sont des containers Linux à la base. On a aussi, il y a quelques années, mis en open source Firecracker, qui est l'hyperviseur de micro-VM qu'on utilise pour Lambda. Parce qu'en fait, en termes de sécurité, nous n'avons pas confiance dans le système d'isolation des containers, qui n'est pas assez solide. Donc, chaque Lambda, chaque container tourne en fait dans une micro-machine virtuelle et bénéficie de cette sécurité-là. Alors, ce que ça signifie, c'est que quand tu utilises du lambda, typiquement, on va instancier une micro-VM, ensuite un container, on va poser le code dessus et on va l'exécuter. Et on va garder un certain nombre de lambda en mode gelé, frozen, je ne sais pas comment le traduire exactement, Oui, c'est pour ça. que, voilà, pour qu'à la requête suivante, finalement, on réutilise une des lambda qui est disponible. Après, au bout d'un certain temps, si la lambda n'est pas utilisée, la fonction, bon, on va la sortir, elle va se faire éjecter du parc pour être réinstanciée. Et cette réinstanciation, on l'appelle généralement le call start, c'est-à-dire que la partie création micro-VM et création de l'environnement, ça va très vite. Par contre, certains frameworks applicatifs peuvent prendre du temps. Je pense typiquement à des frameworks comme Java, et si tu mets du Spring Boot, c'est pas forcément 5 millisecondes, ça peut prendre plus de temps. Et du coup, même si la latence moyenne est très bonne, on peut avoir des pics parce que dès qu'on est sur une nouvelle lambda qui doit instancier et finalement initialiser tout le framework, eh ben, ça prend plus de temps. Et dans certains domaines, je ne sais pas, comme de la tech, si tu fais de la publicité, tu réponds à des enchères de publicité en ligne, c'est très gênant. Donc, alors, tu as déjà des manières de pré-réserver un certain nombre de lambda, mais finalement, on a cherché une solution peut-être un peu plus systémique à ça. Donc, SnapStart, c'est l'idée qui est assez simple au final, mais dire on démarre la lambda jusqu'au moment où l'initialisation est terminée, et là, on en fait un snapshot. Donc, on capture la partie disque, on capture la partie mémoire, on capture l'état du CPU, et ensuite, on va le cloner. Donc, quand tu dois le réutiliser une nouvelle fois et créer une nouvelle lambda, bah, finalement, on va juste recopier ce clone et l'exécuter. Alors, c'est facile à dire comme ça. En réalité, il y a plein de petites choses qui sont un peu plus compliquées. C'est que si tu avais des connexions TCP ouvertes, bah forcément, elles ne marchent plus. Mais c'est aussi surtout vis-à-vis des générateurs de nombres aléatoires, qui sont un élément important en chiffrement et en crypto. Donc, on a aussi travaillé à faire tout ce qui va bien, typiquement dans l'environnement Java, pour faire en sorte que même si on clone des lambdas, on va réinjecter de l'entropie dans les générateurs d'aléas pour que justement les lambdas n'aient pas toutes les mêmes valeurs d'aléas, ce qui serait un gros problème en termes de sécurité. Donc c'est tout ce travail d'aller adapter tous ces petits détails qui font que ça rend le clonage effectif et du coup extrêmement précieux, puisque ça veut dire la disparition complète des call start. D'accord. Alors, sinon, on descend un petit peu de niveau. Alors, pour celles et ceux qui sont habitués aux infrastructures effectivement Amazon, hein, ils savent déjà qu'on va parler de Nitro 5 hein, qui a été annoncé. Il y a aussi une nouvelle génération de Graviton, donc c'est Graviton 3E. Donc, on rappelle que Graviton est basé sur une architecture ARM, donc les fameux designs de CPU et de SOC ARM. Alors, les deux vont finalement de pair. On a vu effectivement dans les slides de présentation qu'il y a énormément d'améliorations dans les perfs, dans la consommation énergétique, parce qu'on sait que ARM est quand même beaucoup plus efficient que des architectures de type Intel. Ça, effectivement, on le sait très très bien. Vers quoi aujourd'hui on tend quand on parle de Graviton 3E et même de Nitro 5 aujourd'hui? Ben, on tend vers toujours finalement de fournir à la fois plus de performance, mais avec une consommation de ressources, une consommation d'électricité encore plus faible. Donc effectivement, Graviton a cet énorme avantage ce double avantage qui en fait un de nos best-sellers, c'est que d'une part, ça coûte moins cher que des processeurs x86 équivalents. On est typiquement à 30% moins cher. Et en plus, ça consomme, on va dire, environ 2 fois moins d'électricité. Ce qui est aussi une très bonne nouvelle à tout point de vue.
Et finalement, quand on est sur des services managés, je parlais de Lambda tout à l'heure, mais on peut parler aussi de bases de données managées comme RDS, passer sur Graviton, c'est juste une case à cocher. Et finalement, il n'y a rien de plus à faire. Donc, c'est très indolore pour les clients. Au contraire, ils ont beaucoup de bénéfices et très, très peu de contraintes. Donc, on a sorti Graviton 2. Ensuite, on a sorti Graviton 3 qui permettait d'accroître encore la performance et ce ratio de consommation. Et on s'est rendu compte, en fait, que de plus en plus de clients étaient intéressés par le HPC, donc le High Performance Computing, c'est-à-dire de mettre des très grandes quantités de cœurs en parallèle pour faire des calculs de grille. Des choses qui sont typiquement faites en pharmacie, par exemple, pour aller faire de la modélisation de molécules en 3D. Fait aussi dans la partie bancaire et surtout assurantielle pour l'analyse de risque. Voilà, c'est du grand classique. Et on s'est rendu compte que Graviton 3 avait été déjà très intéressant, mais qu'on pouvait faire encore un petit peu mieux. Donc, on a créé Graviton 3E, qui est une variante de Graviton 3, sur lequel on a augmenté les capacités de virgule flottante et de calcul vectoriel. Et donc, ça fait on est entre plus 15 à plus 35% selon les cas de performance dans des cas typiques de HPC. D'accord. Et tu sais quel type de arme, enfin de design arme, on a en dessous ou pas? Je l'ai pas. Oui, alors on peut le trouver. Je l'ai pas par cœur. Désolé. On va pouvoir le chercher. Mais tu parlais tout à l'heure de Nitro. Je peux être effectivement, ça en fait partie aussi. Donc, alors, pour ceux qui connaissent pas un Nitro en 2 phrases, c'est notre nouvel hyperviseur qui est basé sur du matériel. Donc, ce sont des cartes PCI Express qu'on met dans chacun de nos serveurs, qui vont faire de l'accélération matérielle de l'hyperviseur. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas de différence de performance entre du bare metal et de la virtualisation. On est en moins de 1% d'écart. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de faire du chiffrement à la volée de tout ce qui part sur le réseau et de tout ce qui part sur du stockage disque, sans aucun impact de performance ou de latence. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle par rapport au RGPD. Et le troisième point, on en parlera peut-être aussi après sur la partie sécurité, mais ça nous permet d'interdire les accès opérateurs. C'est-à-dire que si on recevait une requête d'une instance quelconque, d'une juridiction, d'une agence ou quel que soit, qui est d'aller chercher les données qui sont au cœur des CPU de nos serveurs EC2, et ben Nitro, techniquement, nous empêche de le faire. Ça veut dire que nous sommes dans l'incapacité technique de fournir quoi que ce soit à une autorité. Et ça, c'est un élément important aussi de sécurité, mais on pourra en reparler. Donc, Nitro, c'est un accélérateur de performance, comme je disais, et du coup, on a sorti Nitro 5, qui est la nouvelle génération, qui nous permet d'avoir des niveaux de performance réseau encore plus élevés et un ratio performance par watt qui est encore meilleur. D'accord. Mais en fait, les deux, ils vont de pair parce que, effectivement, quand tu améliores le graviton, par ricochet, tu peux améliorer les performances intrinsèques de Nitro au-dessus. Hein. On est bien exactement. D'accord. Exactement. Et puis aussi les performances, parce que pour donner quelques chiffres, les cartes Nitro 5 gèrent jusqu'à 200 gigabits par seconde de flux réseau. Avec du chiffrement. Avec du chiffrement AES 256, line rate, comme on dit, donc à 200 gigabits par seconde, sans impact de latence. Donc c'est quand même des belles créations d'électronique, on va dire, pour être capable de supporter ça. De toute façon, aujourd'hui, quand on parle de bande passante, côté HPC ou serveur vraiment intensif, de toute façon, c'est minimum 200. Maintenant, on est même dans du 400 maintenant, aujourd'hui, mais c'est dans du HPC extrêmement pointu. Là, on va parler plutôt de Sequoia, donc c'est côté bulle, des choses comme ça, quand même. À ce niveau-là. Hein. Oui. Et effectivement, et quand je parle de 200 gigabits par seconde, c'est par carte. Donc après, même pas par carte, par processeur Nitro 5. Et donc, bien sûr, sur les instances HPC très haut de gamme, on peut être amené même à les multiplier pour avoir. Je crois que la plus grosse instance de mémoire doit être à 400 gigabits par seconde, mais il faut que je vérifie. Oui, parce que comme tu l'as rappelé, effectivement, donc ces deux nouveautés ont induit effectivement le lancement de 3 ou 4 instances dédiées effectivement HPC. Hein. Exactement. Donc, ce qui est une bonne nouvelle aussi, puisque ça permet également aux entreprises, enfin, on l'a vu pendant le Covid, à la fois des témoignages, par exemple, de Société Générale qui a fait des tests justement
sur du HPC, sur AWS pour faire du calcul de risque. Et après, sinon, tout le monde connaît Moderna. Moderna, qui est une société qui tourne à 100% sur AWS, et dans lequel les expérimentations qu'ils font sur contre le virus du Covid, ils sont essentiellement faits dans un premier temps de manière complètement digitale, complètement numérique. Et donc, c'est du HPC et du calcul en 3D. Alors, pour ceux qui aiment les acronymes, donc, on a le HPC 6A, le HPC 7G, le HPC 6ID. Donc, chacune va avoir des spécifications extrêmement précises. Donc, le HPC 6A est disponible. Le 7G sera bientôt disponible. Donc, c'est basé sur du Graviton 3E et la nouvelle technologie EFA. Voilà, donc parce que vous aimez aussi tous les acronymes, hein. Voilà. Et le HPC 6ID est en GA, donc en disponibilité générale. Alors le 6ID en fait est plutôt basé sur un ratio perf data et mémoire intensive vraiment pour le HPC, alors que le HPC 6G on est plutôt dans de l'intensif au niveau réseau et compute. Voilà. Donc ça, c'est la slide officielle de Reevent. Hein. Donc si vous voulez plus d'infos, je présume qu'on a accès effectivement au replay de session. Exactement. Voilà. Exactement. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de comprendre comment fonctionne l'infra vraiment très très bas niveau, parce que ça permet de voir comment ça passe effectivement au niveau réseau, de quoi on a réellement disponible sous la caisse en fait, hein, à ce niveau. Donc ça c'est toujours intéressant. Et puisqu'on parle des acronymes, il y a également, on a levé le voile sur ce qu'on appelle SRD, qui est notre nouveau protocole réseau, qui permet d'accélérer à la fois dans le HPC, mais aussi dans l'accès au disque, au volume EBS, qui est un protocole réseau qui a été designé pour le cloud, c'est-à-dire designé pour le fait que le réseau, le réseau physique qui est au sein d'AWS, est un réseau qui est complètement maillé. On appelle ça un réseau clos ou close, je ne sais pas comment on le prononce, qui en fait initialement, cette architecture avait été designée par un Français, Charles Clos, qui travaillait pour un opérateur télécom, et l'idée c'était justement d'avoir un réseau télécom où il n'y a pas de contention dans le réseau. En fait, c'est exactement le même principe qui est utilisé dans le HPC et qui est utilisé aussi au sein du réseau AWS. Et donc, quand on regarde un petit peu les protocoles que les auditeurs connaissent très bien, comme TCP, c'est un protocole qui a été inventé, je crois, en 1972 et qui ne tient pas du tout compte de ça et n'utilise pas les capacités de maillage du réseau, puisque les réseaux n'étaient pas du tout de cette manière-là. Donc SRD était intégralement refait sur cette base de multi-chemins entre deux endroits, et au contraire d'essayer de mixer, enfin d'essayer d'utiliser plusieurs chemins à la fois, là où TCP, au contraire, essaie de la mesure du possible de toujours utiliser le même chemin. Bon, pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est la vidéo de Peter DeSantis sur sa keynote qui va beaucoup plus dans le détail, et c'est un sujet qui est absolument passionnant. Alors, mais SRD, hein, donc c'est Scalable Reliable Datagram. Je l'ai bien prononcé. Voilà. C'est parfait. Voilà. C'est de l'UDP avec l'avantage des TCP, si on veut. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, effectivement, on rappelle effectivement en aparté que TCP, donc c'est effectivement 71 et 72, origine sur le projet ARPANET. Voilà, ça je le reprécise aussi, parce qu'à l'époque, effectivement, ARPANET avait besoin d'un protocole, et ce protocole, c'est le TCP, qui va devenir en 81 et 82 le TCP/IP. Mais ça, c'est encore une autre histoire, tout ça. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est un protocole donc, qui a vocation à quoi? À s'installer partout et à remplacer le TCP, où il va vraiment être utile dans certains cas d'usage extrêmement précis. Il est utile dès qu'il s'agit finalement d'aller dans de la performance extrême ou de la latence très faible.
Donc, on l'utilise dans la partie, donc c'est packagé dans des librairies, hein. Mais typiquement, quand on va faire du HPC, c'est l'idée de, on parlait tout à l'heure des cartes réseau à 200 gigabits. Imagine que tu prennes 500 machines qui sont toutes avec des cartes réseau 200 gigabits et tu veux que le réseau puisse écouler le trafic sans aucune contention. Donc ça veut dire que, mais en même temps, comme tu le disais sur le reliable, tu veux que les paquets ne soient pas perdus et tu veux aussi que dans la mesure du possible, les paquets arrivent dans l'ordre. Ce qui est très compliqué à faire. Donc le SRD, il est utilisé là-dessus sur les librairies sous-jacentes pour apporter finalement ce protocole de communication message d'une instance à une autre en gardant l'ordre des paquets mais avec des performances extrêmes. Et on l'utilise aussi, comme je l'évoquais, entre EC2 et EBS pour avoir de l'accès au volume de stockage avec une très faible latence et de haute performance. Peter De Santis rentre d'ailleurs dans le détail, c'est qu'il dit que en fait, on est sur des systèmes qui, à 99,99999% fonctionnent avec des latences très faibles et de temps en temps, il y a un accident. De temps en temps, pour des rares requêtes, pour des rares clients, il va y avoir un accès disque qui va prendre beaucoup plus de millisecondes que d'habitude. Et on pourrait les ignorer tellement c'est rare, mais en fait, c'est impactant pour nos clients. Donc SRD permet aussi de traiter ce qu'on appelle la tail latency, qui est de faire en sorte que même dans les cas les plus extrêmes de panne de matériel ou que sais-je, ben, l'impact en latence est extrêmement faible et plusieurs ordres de grandeur en dessous de ce qu'on avait avant. Mais est-ce que ça oblige à ce que vous, au niveau infra, vous changez quelque chose? Parce que ça veut dire aussi une exigence au niveau infrastructure qui change un petit peu, non? En fait, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que on avait déjà designé l'infrastructure avec ce réseau ce réseau complètement maillé, et on utilisait effectivement ces caractéristiques de performance et de latence. Mais comme je disais, pour refaire le parallèle avec TCP essaye toujours qu'un flux de données passe toujours par le même endroit, par la même route, parce que ça simplifie l'ordonnancement des paquets. Tout à fait. Et c'est pour ça que si on a un switch ou un routeur dans la chaîne qui tombe en panne, il y a un certain temps de détection et de convergence, enfin pas de convergence, mais il y a un certain temps de détection pour trouver une route alternative. C'est ça qui génère en fait cette tail latency. L'idée de SRD, c'est une question de routage, quoi, en fait. Oui, enfin routage, pas aussi, que, mais switching. Enfin, switching aussi, parce qu'en fait, c'est surtout des switches, c'est pas tellement des routeurs qu'on va avoir dans. Non, en fait, c'est routage dans le sens route. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais pas au sens routeur en tant que tel. Non. Effectivement, c'est une question de routage de paquets. Donc, c'était plutôt l'inverse. C'est de se dire, vu qu'on a aujourd'hui cette infrastructure en réseau complètement maillé, c'est dommage finalement d'avoir des contraintes qui datent des anciens réseaux. Et c'est pour ça que SRD a été fait pour se dire, si on change le protocole pour au contraire utiliser le fait que le réseau soit complètement maillé pour traiter les cas de panne qui peuvent arriver, mais faire en sorte qu'il soit quasiment indolore vis-à-vis du client. Alors, j'insiste bien sur le SRD vers EBS, il n'y a rien à changer. C'est complètement géré par Nitro. Donc, les changements, ils sont dans Nitro et c'est nous qui les faisons. Donc, le client n'a rien à changer sur EC2. D'accord. Alors, si ça intéresse effectivement celles et ceux qui nous écoutent, moi, je vous invite vraiment à comprendre comment les réseaux fonctionnent et pourquoi on parle de paquets et comment on route les paquets, si c'est dans l'ordre ou pas dans l'ordre, parce qu'en fait, ça implique énormément de choses au niveau réseau et comment, en fait, le routage va se faire d'un point A à un point B. Dans les réseaux interconnectés, c'est pas parce qu'on a une ligne droite que ça va plus vite. Voilà. Mais ça, c'est la base même des réseaux. Donc, moi, je vous invite à lire tous les travaux de CERF, etc. Donc, fin années 70 et début années 80, toutes les bases de TCP, parce qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne et pourquoi aujourd'hui, effectivement, on a ces problématiques de latence, mais de routage réseau. Voilà. Enfin, je referme vraiment à l'aparté, mais c'est très important de comprendre cela. Et en fait, le nouveau protocole que tu nous as expliqué, en fait, ça vient à de l'évolution toute naturelle par les contraintes que l'on peut avoir et par l'évolution aussi des réseaux. Mais voilà, ça c'est encore une autre histoire, mais c'est toujours intéressant de voir qu'une boîte comme la tienne fait d'énormes efforts pour réinvestir ce domaine-là et pour proposer d'autres approches beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficientes.
Donc ça, c'est un point vraiment intéressant, je trouve, et je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir un petit peu tout ça dans les prochains mois. Alors, l'autre partie intéressante aussi, évidemment, qui a tenu un grand rôle, en tout cas un grand aspect dans Reevent, c'est tout ce qui est de la sécurité. Et on parlait, avant de démarrer, tout ce qui est Zero Trust. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, alors peut-être quelque chose qui, je pense, qui est passé assez inaperçu, mais parce qu'on parle de sécurité, il y a aussi la partie conformité qui est une obligation pour nos clients. Je pense notamment au RGPD. Donc, nous avons étendu il y a quelques semaines la liste des services qui ont été audités et qui sont conformes au code de conduite du cloud en Europe, qui est fait par une association qui s'appelle le CISPE, CISPE. Et c'est un code de conduite qui a été validé par la CNIL en France en juin 2021. Et nous avons aujourd'hui 100 services qui ont été audités comme étant conformes à ce que la CNIL requiert pour les services par rapport au RGPD. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. On a aussi sorti une nouvelle fonctionnalité de chiffrement qui s'appelle XKS, qui permet aux clients qui le souhaitent de sortir complètement leur clé de chiffrement d'AWS et avec des partenariats, entre autres, avec Atos et Thales, pour permettre d'avoir un système de clés géré complètement à l'extérieur et qui se combine avec ce que je citais tout à l'heure sur Nitro, qui est qu'en plus, Nitro empêche n'importe quel être humain, y compris les salariés d'AWS, d'accéder aux données qui sont dans le processeur. Donc ça, c'est déjà une première base. Et pour ceux que ça intéresse, on a sorti il y a une semaine le Sovereignty Pledge, donc qui sont des engagements également à long terme pour aller encore plus loin dans cette direction. Maintenant, pour revenir effectivement au Zero Trust, ce qu'on a sorti, il y a un service qui est très intéressant qui s'appelle Amazon VPC Lattice. Alors, c'est à la fois du réseau, mais aussi de la sécurité, qui permet finalement de packager des services internes, des microservices qui sont faits par les clients, et de pouvoir les packager dans un ensemble déployable, donc qui est à la fois isolé du reste du système d'information, qu'on peut découvrir par exemple via le DNS, et qui assure aussi tous ces aspects de sécurité d'accès en mode Zero Trust. Donc c'est l'idée, si je fais un tout petit peu un parallèle, c'est l'idée de se dire, c'est un peu comme si une équipe DevOps package un de ses propres microservices, comme avec un niveau assez similaire à des services AWS eux-mêmes. Et on a en lien avec ça, on a sorti aussi Amazon Verified Permissions, qui est aussi un framework pour aller dans le microservice, faire un peu l'équivalent d'IAM, donc faire du contrôle d'accès fin, qui fait qu'en fonction de l'appelant, on ne va pas forcément lui donner accès à l'ensemble des données ou l'ensemble des fonctions, mais pouvoir combiner ce contrôle d'accès fin. Donc là encore, dans une idée d'avoir une intégration globale et de simplifier le travail des développeurs plutôt que d'avoir finalement à réimplémenter sans cesse les mêmes choses. D'accord. Alors, sur la partie base de données, donc on sait que effectivement AWS propose quand même énormément de choses dessus, que ce soit dans du data lake, dans les bases de données plus traditionnelles. Alors, il y a deux nouveautés qui semblent effectivement intéressantes. Donc, c'est tout ce qui est Open Search Serverless et le Blue Grid Deployment, c'est ça ? Exactement. Alors, OpenSearch, je pense que les auditeurs connaissent bien, c'est une évolution d'Elasticsearch, mais qui a été finalement repris dans une version open source et avec plutôt sans licence. Donc, c'est complètement open source. Les clients peuvent le télécharger, l'installer chez eux, et nous proposons un système complètement managé. Et l'idée de maintenant, c'est le petit nouveau dans la famille serverless. Donc, c'est d'avoir un open search qui soit complètement élastique et qui grossit ou qui diminue en fonction des requêtes, en fonction de la taille, et voilà, pour que nos clients n'aient plus besoin de gérer ça de manière statique. Et finalement, mon petit préféré, je pense, c'est ce qu'on appelle les blue-green deployments. Alors, c'est à la fois pour Aurora, donc en mode Postgre, en mode MySQL, et également RDS aussi en mode MariaDB. L'idée, c'est comment faciliter la migration d'une version d'une base de données à une version suivante. Enfin, plutôt, je parle du schéma ou des éléments dans la table. Donc, le Blue-Green, ça consiste à cloner une base de données de production, par exemple. Ensuite, être capable de travailler sur le clone, mais en même temps, le système va continuer à faire une synchronisation des transactions entre la production et le clone.
Donc ça permet d'appliquer les modifications sur le clone, tout en ne perdant pas de requêtes finalement, parce qu'on continue à l'alimenter avec les requêtes qui arrivent, de vérifier applicativement si ça fonctionne bien, et ensuite de faire l'échange une fois que c'est bon, et donc sans interruption de service, voilà, ou avec quelque chose d'extrêmement court, de pouvoir mettre en production la nouvelle base de données avec ces modifications. Donc je trouve que c'est toujours pareil, c'est en termes de technologie, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'était faisable avant, mais c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup d'opérations à faire. Là, c'est packagé, c'est simplifié. Et je pense que ça va simplifier la vie de beaucoup de nos clients pour faire des évolutions de base de données de manière sereine, sans catastrophe et avec toujours une possibilité de retour arrière si jamais il y a un imprévu. D'accord, très très bien. Alors, avant qu'on conclue un petit peu notre échange, donc tu nous as parlé effectivement au début de Code Catalyst, et j'ai cru me souvenir qu'il y avait une preview d'AWS Application Composer. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Là, je suis désolé, je vais sortir le Joker. J'ai pas eu le temps de tout regarder en détail. On a fait plus d'une centaine d'annonces, donc c'est compliqué pour nous aussi. Donc, écoute, ce sera peut-être l'occasion de voir ça une prochaine émission. Alors, sur la partie base de données, donc en complément à ce que tu as dit, donc il y a eu des annonces autour du Trust Language Extension for PostgreSQL sur Amazon Aurora et Amazon RDS. Oui. Des annonces autour d'Amazon DocumentDB Elastic Clusters. Oui, pour faire sauter toutes les limites en termes de taille et de scalabilité, qui est une grosse demande aussi finalement. Et la dernière chose que j'ai vue, c'est Amazon RDS Optimize Read and Optimize Write. Oui, alors là aussi vous pourrez regarder, il y a la vidéo de Swami qui va en détail. En fait, c'est un petit détail, mais ça illustre bien l'attention aux détails. C'est-à-dire que dans Aurora, les écritures des pages se font sur des pages de 16 kilooctets. Mais au niveau des disques EBS et des SSD, ça se fait sur des pages de 4 kilooctets. Et donc, il restait... alors, il y a le premier problème qui est sur un I/O de 16 kilooctets, ça fait 4 I/O de 4 kilos. Donc, il y a potentiellement une question de performance. Mais il y a aussi une question de cohérence de données. S'il y a un problème et qu'il y a la moitié des 16K qui ont été créés et pas l'autre moitié, ça peut générer des petits soucis. Donc, comme nous concevons aussi nos propres systèmes de stockage et nos propres SSD, enfin, en tout cas les firmware des SSD, c'est tout bête, mais ça a été d'aligner les 16K des pages de base de données avec les 16K du stockage sur les SSD, pour que ce soit bien unitaire et atomique. Parfait, très très bien. Écoute, un grand merci à toi. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Donc, ce podcast est évidemment disponible en replay quand vous voulez et partout où vous êtes. Voilà, et puis en vidéo aussi sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à toi. Et si vous avez des interrogations sur les nouveautés qui ont été présentées lors de Reevent et tout ce qu'on a échangé ici, vous pouvez retrouver énormément de blogs, enfin de posts de blogs sur les blogs officiels d'AWS, et vous pouvez consulter notamment un grand résumé des principales annonces avec le top des annonces de Reevent 2022, où là vous aurez les 20-25 plus grandes annonces, en tout cas les annonces les plus importantes, section par section. Merci à tout le monde, à très bientôt sur programmer.com. Merci à toi, Stéphane. Merci François, au revoir.